Bonjour. Bonjour à Donc, tous. bonjour à toutes et tous. Bienvenue. Donc, moi, je suis Carlos Cunha, je suis le délégué général de Cap Digital et ravi de vous accueillir ici ce soir. Et commencer tout de suite par remercier d'ailleurs nos partenaires de cette soirée haute densité, à commencer par Franck Volco, qui est le directeur général d'Eclairion. Il se présentera et on aura l'occasion de nous présenter de manière un peu plus détaillée Eclairion, sa proposition de valeur et puis l'intérêt pour ce cycle de conférences sur le sujet de la neutralité carbone, et puis l'Institut Mintelecom également, qui est parmi nous et qui nous suit fidèlement depuis pas mal de temps sur ces événements. Alors, haute densité, comme j'ai dit, c'est un cycle de conférences. On en est à la 3e édition de la saison 1. Certains d'entre vous ont peut-être participé à la première sur l'IA Frugal, la deuxième sur l'interopérabilité des systèmes immersifs. Et puis ce soir, sujet qui nous tient à cœur, je vais vous dire pourquoi, sur la neutralité carbone, avec, vous le verrez, des intervenants passionnants et passionnés. Je ne vous en dis pas plus. Sur l'événement en tant que tel et pourquoi Capdigital s'investit sur ces sujets-là, euh, notre conseil d'administration a voté une feuille de route stratégique qui est le sujet de la neutralité carbone est un des 4 objectifs prioritaires de la mandature. Donc on est pleinement dans notre feuille de route stratégique. À Cap Digital, on pense que le numérique peut être utile et puissant pour lutter contre les changements climatiques. Facile à dire. Maintenant, on veut aussi le démontrer, passer à l'acte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre sujet qui est la R&D, l'innovation numérique, nous mobilise tous les jours pour constituer des consortiums de projets qui répondent à ce défi de la neutralité carbone. Donc, bienvenue chez nous, que vous allez apprécier ce moment. L'idée étant de ne pas être forcément d'accord sur tous les sujets, mais d'avoir une vision partagée sur des sujets qui restent quand même relativement complexes pour tout le monde. Et puis surtout, garder en tête que collectivement, on va beaucoup plus loin et que Cap Digital est là pour vous aider dans votre chemin. Voilà, j'en dis pas plus. Franck, on va lancer, je pense, une petite vidéo pour présenter Eclairion. Je te demande de te taire pendant 1 minute 30 et ensuite tu as le droit de parler. Important pour moi. Merci. Eclairion opère la première infrastructure française capable de répondre aux besoins exponentiels de données et de calculs exigés par les productions numériques de dernière génération. IA générative, Deep Analysis, Deep Learning, Metaverse, simulation, rendering, algorithmique de pointe. Entièrement dédié à l'hébergement et au stockage en container des équipements de high performance computing et de supercalculateurs, Eclairion s'engage sur 3 principes fondamentaux. La garantie d'une plateforme numérique souveraine, une modularité intégrale, une conception et un fonctionnement respectueux de l'environnement. Doté d'un haut niveau de sûreté, de sécurité et de cybersécurité, Eclairion apporte à ses clients toutes les capacités pour déployer leur production informatique de pointe avec la meilleure équation technique et économique. Aujourd'hui, Eclairion, vous l'avez compris, est un site d'hébergement de calculateurs intensifs. Nous allons bien sûr parler de l'IA et de la décarbonation dans toute la chaîne de valeur du numérique. En tant qu'hébergeurs, nous sommes particulièrement concernés. Nous devons fournir ce que nous appelons dans notre jargon le Space Power Cooling, la partie donc sécurisée, mais également la partie énergétique, l'électricité, et bien sûr les capacités de refroidissement qui, vous le savez, se déclinent maintenant principalement vers de nouvelles technologies qui sont le Direct Liquid Cooling et l'Immersive Cooling. On a donc besoin d'optimiser nos installations, on a besoin de réduire notre empreinte carbone, c'est ce que nous avons prévu nativement chez Eclairion. L'IA va nous accompagner surtout dans les besoins de prédictivité. On le sait, on va apprendre la manière dont fonctionnent les équipements, les machines et les usages, ce qui nous permettra non plus simplement de réduire les capacités et les consommations des machines, mais aussi de gérer
l'engagement en cascade des capacités notamment de refroidissement électrique, de manière à les déconnecter complètement lorsqu'elles ne seront pas sollicitées ou pas utilisées. C'est un enjeu majeur. La décarbonation doit s'adresser de bout en bout dans notre métier du numérique. On va en parler tout de suite aussi au niveau des usages et nous accompagnerons ces usages à travers ce qui sera déployé chez Eclairlion pour la partie ce que nous appelons des facilities. Eh bien, écoute, merci. Je vais appeler Antoine. Merci beaucoup. Qui prend la suite. Voilà. Et puis, on vous souhaite, je pense que tu t'associes à moi, une très agréable soirée. Merci. Merci. Merci beaucoup Carlos, merci beaucoup Franck. Moi je suis Antoine Allard, je suis le directeur de la communication et de l'animation éditoriale de Cap Digital et on est ravis de vous retrouver pour ce 3e épisode de Haute Densité. Alors vous l'avez compris, la capacité à s'appuyer sur l'innovation numérique pour accélérer la transition écologique, c'est un engagement qui est au cœur de l'action de Cap Digital et l'action de Cap Digital, elle vit par ses membres et par leur capacité à innover. Et puis la question de la neutralité carbone, c'est-à-dire la capacité à trouver le bon point d'équilibre entre, d'un côté, les émissions carbone et de l'autre, l'absorption du carbone de l'atmosphère, ce qu'on appelle les puits carbone, donc principalement, on va en reparler je pense, mais le sol, les océans, les forêts. Et bien, cette question de la neutralité carbone, quand on parle de transition écologique, elle est évidemment centrale. Je voudrais juste rappeler, avant de présenter mes intervenants, mais que dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, l'Union européenne, en 2019, s'est fixé un objectif assez ambitieux, l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050, et elle s'est engagée pour cela à réduire ses émissions nettes d'au moins 50% à horizon 2030 par rapport au niveau de 1990. Et en fait, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que le défi, il est assez immense, il demeure assez immense. Je voudrais partager quelques chiffres clés que vous connaissez peut-être, mais pour qu'on ait tous la même picture, la même vision de ce dont on va parler ce soir quand on parle de neutralité carbone. Et ben, c'est qu'en 2021, dans le monde, il y a 52,6 gigatonnes d'équivalent CO2 qui ont été émis. C'est encore un petit peu plus sur les relevés 2023. Et que quand on parle de l'intégralité de ces gaz à effet de serre, il faut savoir que 75% d'entre eux, c'est du gaz carbonique, du CO2, 18% du méthane, et surtout que ces émissions globales, elles ont augmenté de 58% depuis 1990. Et que si on se penche, on ne voit pas trop sur ce graphique, mais si on se penche sur les secteurs qui pèsent le plus lourd sur ce bilan carbone, eh ben, le constat est globalement sans appel. Les activités industrielles, la production d'énergie, le transport sont dans le top 3 des secteurs qui pèsent le plus lourd sur ce bilan carbone mondial, bien au-delà de la moitié de toutes les émissions. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on peut se demander ce que peut bien faire l'innovation numérique pour réussir à inverser la tendance. On peut s'interroger aussi sur l'IA dont le potentiel révolutionnaire est mentionné depuis des mois et des mois. Qu'est-ce que la révolution de l'IA peut apporter à cet objectif de neutralité carbone? On peut aussi s'interroger à l'inverse sur quelle est la part des activités numériques, du traitement de la donnée, de l'intelligence artificielle dans le bilan carbone mondial. On peut bien sûr aussi se demander sur quel domaine prioritaire est-ce qu'on doit concentrer l'effort, se demander aussi si 2050 c'est toujours le bon horizon. Et c'est un peu à toutes ces questions qu'on va tenter de répondre ce soir. Et j'ai à côté de moi quelques-uns de nos adhérents experts sur le sujet, ou en tout cas on les a sélectionnés parce qu'ils connaissent particulièrement bien la question, et je vous demande de les accueillir. On a Camille Cosson qui est Technical Sales and Marketing Lead chez Spotlight Earth. Bonjour Camille. On a également Paul Vercruis, Énergie Analyse de la startup Keros. Bonjour Paul. Et à distance, nous a rejoint Jean-Marc Denis, VP Sales and Cloud Solutions chez Viridien, ex-CGG, qui vient de changer de nom récemment pour s'appeler Viridien. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous ce soir. Et
j'ai une première question à vous poser un peu en guise d'icebreaker pour essayer de rentrer un peu dans le sujet. J'aimerais vous confier à chacun 3 minutes pour vous présenter à la fois personnellement, qui êtes-vous, présenter votre structure, qu'est-ce que fait Kairos, Spotlighters, Viridien, et comment est-ce que votre entreprise innove pour aider à atteindre la neutralité carbone. Voilà, 3 minutes chacun. Qui veut commencer? Camille? J'y vais. Allez. Enchantée à tous. Donc je suis Camille et malgré ce titre Technical Sales and Marketing, je suis avant tout géologue de formation. Donc les géologues sont les gens qui étudient le sous-sol. Et j'ai une spécialité notamment dans la modélisation dynamique et statique du sous-sol. Et donc j'ai travaillé pendant 6 ans dans ce domaine d'expertise et depuis 4 ans, je suis plus sur aider à gérer, à développer plus des projets, fournir des solutions numériques à différents partenaires qui vont exploiter les ressources du sous-sol. Et j'ai rejoint récemment Spotlight pour les aider justement à développer plus de projets. Et Spotlight est une société qui a développé une solution innovante, une nouvelle technologie qui se base sur des principes de géophysique qui permettent de créer réellement une alarme pour contrôler et s'assurer que les stockages tout-terrain de carbone se contrôlent de manière correcte. Et donc en fait, on est une société qui permet d'aider à l'abattement à la diminution, à la réduction des émissions de carbone, puisqu'on va permettre de développer de plus en plus de stockage. Donc ça répond, je pense. Tout à fait. Moi, j'ai juste une question pour quelqu'un qui n'y connaît strictement rien à la question du stockage, de la séquestration de CO2. Comment ça fonctionne? En quoi ça consiste? Donc, si vous savez peut-être que le sous-sol est très complexe. On a un certain nombre de roches. On a des roches qui vont être ce qu'on appelle des roches réservoirs, des roches sédimentaires qui sont un peu comme des éponges et qui contiennent des fluides. Et c'est des fluides que vous connaissez parce qu'il y a de l'eau, il y a des hydrocarbures, il y a plein de choses. Et on est capable de... donc c'est des réservoirs qui vont être à très grande profondeur. On parle d'au-delà de 1000 mètres de profondeur, ou 2000 par exemple. Et on va être capable de forer et d'injecter du CO2 qui va aller se dissoudre, qui va créer un plume, un panache de CO2 qui va se propager à l'intérieur de ces milieux poreux, qui vont se dissoudre et ensuite se fixer dans la roche. Et donc ça permet de faire réellement de stocker le carbone dans la roche. Et là, il va être fixé là-dedans pour des millions d'années. Très clair. Merci beaucoup Camille. Paul? Kairos? Oui, bonjour à tous. Donc je m'appelle Paul Vercruis et je suis énergie analyste chez Kairos depuis 2 ans maintenant. Donc moi je suis ingénieur de formation, donc j'ai fait vraiment le parcours classique d'un ingénieur français aujourd'hui, donc classe préparatoire et école d'ingénieur. Donc dans mon école d'ingénieur, je me suis spécialisé en traitement de données, donc en data science, et également en dominante énergie, donc que ce soit la compréhension des phénomènes énergétiques, l'importance de l'énergie aujourd'hui dans notre société, et également le défi climatique de nos générations. Et donc voilà, et donc pour mon stage de fin d'études et mon premier emploi, j'ai vraiment voulu combiner ces deux aspects, donc la partie traitement de données et la partie énergie-environnement. Et ces deux aspects que j'ai retrouvés chez Kairos. Kairos, qui est donc vraiment une entreprise qui utilise, qui est une entreprise de données pour des marchés environnementaux et énergétiques. Et donc Kairos, de manière un peu plus détaillée, aujourd'hui travaille sur 3 missions principales. Donc la première qui est de suivre la transition énergétique. Donc ça a été fondé il y a 8 ans historiquement par des anciens employés de grandes compagnies pétrolières qui ont créé un premier produit qui était donc utiliser des images satellites pour suivre en temps réel le niveau d'inventaire dans des cuves de pétrole dans le monde entier. Et donc ils ont ensuite engagé une transition vers des marchés environnementaux, donc notamment les gaz à effet de serre, donc qui est notre seconde mission, donc réduire les gaz à effet de serre, que ce soit le CO2 ou le méthane. Et une troisième mission qui est autour de la protection des personnes et des biens autour des nouveaux risques climatiques. Et donc une dernière précision sur comment est-ce que Kairos typiquement intervient dans la réduction d'émissions de CO2. Donc nous aujourd'hui typiquement on suit en temps réel les émissions de CO2 en Europe, enfin dans les marchés régulés. Donc aujourd'hui les plus gros marchés régulés se trouvent en Europe et aux États-Unis. Et donc voilà, donc on utilise beaucoup de données différentes, donc des données géospatiales, donc satellites, drones, et voilà,
différents types d'images, donc soit des images optiques, radar, multispectrales, et également beaucoup d'autres types de données, donc beaucoup plus classiques, on va dire, donc des données publiques, des données d'autres de providers externes, ou voilà, qu'on va ensuite fusionner pour avoir vraiment un produit le plus complet possible sur le suivi des émissions de CO2 donc sur certaines zones géographiques. Très clair, merci beaucoup Paul. Jean-Marc, est-ce que... Oui, c'est bon, vous étiez un peu figé, mais j'ai l'impression que vous êtes de retour avec nous. C'est revenu. Est-ce Jean-Marc, que la parole, je vous laisse vous présenter. vous m'entendez? Un petit problème de son avec Jean-Marc. Alors, J'ai l'impression que oui. oui. Ouais, ok. Écoutez Jean-Marc, je vous invite à, peut-être comme tout à l'heure pour le test, vous rechargez votre navigateur et je vais en profiter pour poser une petite question le temps que Jean-Marc revienne. Qui dans la salle avait déjà entendu parler de Keros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, Spotlight Earth. Ouais, un peu. Et Viridien, CGG. Ouais, beaucoup plus de monde, hein, vous ne le voyez pas, Jean-Marc, mais il y a un petit peu plus de monde qui connaît CGG Viridien, qui est un acteur historique, je crois. Je pense que le son est revenu. Le son est revenu, je vous le confirme. Oui, donc CGG est un acteur historique. Il n'y a pas de discussion là-dessus. L'idée a été créée en 1931. Pour la petite histoire, c'est créé par un des frères Bourget. Il y avait une petite dispute familiale, il y en a un qui reste en France, et ils ont créé deux sociétés. Donc c'était la Compagnie Générale Géophysique, qui a évolué au cours du temps et qui a été de moins en moins une société des assets dans le monde des géosciences. Les assets dans le monde des géosciences, très clairement des camions, c'est ce genre de choses pour aller faire des relevés sismiques. Et au fil du temps, il y a depuis la vente de la flotte CGG en 2018, CGG est devenu une société 100% sans assets de sciences. Et c'est une société qui aujourd'hui conserve en termes d'assets uniquement des données de géosciences et d'autre part des supercalculateurs pour faire de l'imagerie sismique. Et à ce titre, aujourd'hui, Viridian est une société de high-tech qui est numéro 1 mondial sur ce domaine, avec plus de 60% de part de marché en imagerie sismique, sachant que si on combine toute la puissance de calcul HPC du marché oil and gas, l'imagerie sismique, c'est 85% de la puissance de calcul. On a 60% de part de marché sur ce domaine, et c'est en croissance, tout simplement parce que les sous-sols à explorer sont de plus en plus complexes, et que Viridian a la meilleure technologie sur ce domaine. Et on en reparlera un peu plus tard. On a fait des très très gros efforts depuis toujours, et pour des raisons économiques, hein, pas du tout pour des raisons environnementales à la base, mais je pense que les deux se rejoignent assez vite. Il y a toujours eu de très gros efforts pour économiser la quantité d'électricité nécessaire pour faire les calculs. Et on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Quant à moi, pour me présenter très très succinctement, j'ai plus de 35 ans de carrière dans le monde du HPC, et je suis arrivé chez CGG, dans Viridian, à la fin de 2022, pour monter toute l'activité autour du cloud industriel, de l'IA industrielle et du HPC. Très clair. Merci beaucoup Jean-Marc. Alors vous l'avez compris, hein, on va monter très 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 haut dans le spatial et on va plonger très 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 bas dans le sous-sol ce soir. On va commencer par le très 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 haut, le spatial. Chez Keros, moi, en préparant un petit peu cette animation, j'ai vu que vous vous présentiez comme, je cite, un leader mondial de l'intelligence environnementale. Alors je connaissais la transition environnementale, je connaissais l'intelligence artificielle, je ne connaissais pas l'intelligence environnementale. C'est quoi? En quoi ça consiste? Comment ça fonctionne? Vous avez déjà donné une première partie de la réponse, puisque donc l'intelligence environnementale, c'est vraiment le fait d'allier l'intelligence artificielle à la transition environnementale. Donc comme j'ai pu l'expliquer donc avec les 3 missions de Keros tout à l'heure, donc le but, nous, ça va être vraiment d'utiliser au quotidien des images satellites, des données terrain, pour en extraire des informations de haute valeur sur l'énergie, le climat ou le développement durable.
Et donc, c'est vraiment pour ça qu'on se définit aujourd'hui comme une société d'intelligence environnementale, puisqu'on a donc le but vraiment d'utiliser l'IA pour des causes environnementales. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas des grands laboratoires ou des sociétés qui étaient déjà un petit peu spécialisées sur cette capacité à s'appuyer sur des algorithmes d'intelligence artificielle pour dégager de l'intelligence environnementale à partir de données spatiales ou autres? Oui, tout à fait, oui. En fait, c'est un marché qui est immense. Il y a beaucoup de marchés environnementaux différents, beaucoup de technologies d'intelligence artificielle différentes. Et là où Kairos se démarque, c'est pas seulement dans sa compétence à traiter des images géospatiales, mais c'est aussi sur ce qu'on appelle la fusion de données. Donc, on va être, nous, extrêmement fort dans l'utilisation de l'ensemble des technologies géospatiales, donc des images optiques. Donc, on va par exemple identifier des différences de pixels pour identifier une forêt par rapport à un champ ou par rapport à une zone urbaine. On utilise aussi beaucoup d'images multispectrales. Donc là, en fait, c'est différentes banques de longueur d'onde qu'on peut utiliser et combiner pour avoir des informations comme des différences de température, comme des taux d'humidité, des taux aussi de biomasse. Donc on arrive grâce à ça à faire une couche d'analyse supplémentaire. Et enfin des données terrain, donc avec par exemple des drones qui peuvent survoler certaines zones. Donc là on va avoir des images extrêmement précises pour des cas d'utilisation extrêmement concrets. Et donc voilà, donc à toutes ces données géospatiales, on ajoute aussi toute une couche d'informations avec des données publiques, des données externes, donc avec des fournisseurs de données. Et donc c'est vraiment dans l'ensemble de ces données, donc dans la fusion des données, que Kairos a fait, je pense, son expertise. Et c'est pour ça aujourd'hui que de nombreux clients utilisent notre société pour leurs besoins. Et quand vous dites utilisent pour leurs besoins, quels sont les besoins justement? C'est quoi? C'est d'avoir des outils, des bonnes prévisions, de l'aide à la décision? Comment ça s'incarne? Comment est-ce qu'ils utilisent les solutions Kairos, et notamment pour atteindre des objectifs de neutralité carbone? Oui, et donc le principal axe de différenciation, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir d'intervenants. Et donc, vraiment, la valeur la plus grande de ces données Kairos, c'est leur transparence. Parce que nous, on veut apporter de la transparence sur des marchés qui sont souvent opaques. Des émissions de CO2, on n'a jamais envie qu'elles soient importantes parce que le but, c'est d'émettre forcément le moins d'émissions de CO2 possible. Et donc, nous, on est vraiment un organisme tiers qui permet d'apporter donc de la transparence, des données objectives sur certains phénomènes, sur des émissions pour un certain secteur. Et aussi, maintenant, on essaie de plus en plus de les sourcer, donc de les attribuer à un secteur, de les attribuer à une entreprise. Et donc ça, c'est possible grâce justement à cette fusion de données qui permet de voir ce qui se passe et d'avoir d'autres informations sans avoir besoin de passer par une entreprise ou de faire confiance à quelqu'un. C'est vraiment des données, on va dire, qui viennent de l'espace, tout simplement. Ok, très bien. Vous, de votre côté, Camille, chez Spotlight, il y a un autre tag word, un autre mot-clé qui revient souvent, c'est plutôt celui de la frugalité, qui, je crois, est un peu au cœur à la fois de vos process, mais même du projet même de l'entreprise. Ça veut dire quoi, être frugal, quand on est une entreprise comme Spotlight? Donc, effectivement, aujourd'hui, notre objectif, c'est de permettre le développement des stockages de carbone. C'est ce qu'on appelle du waste management. C'est un déchet qu'il faut qu'on gère. Et dans cette industrie, aujourd'hui, vous savez que aujourd'hui, le marché est en train de se créer. Et il y a des nouveaux paradigmes sur les technologies dont on a besoin, les coûts que ces technologies doivent avoir pour permettre à ce secteur de se développer. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de technologies qui existent, qui vont permettre de nous informer sur le sous-sol. Je vous invite à regarder sous vos pieds, vous verrez que vous ne savez pas ce qu'il y a à 1000 km sous vos pieds, parce que, en fait, c'est compliqué. Il faut soit forer des puits, soit il va falloir faire justement des images sismiques. C'est des choses qu'on fait de manière très conventionnelle dans tout ce qui est oil and gas, ce genre et géothermie et ce genre d'industrie. Mais le souci, c'est que on fait ces images parce qu'on cherche quelque chose et ça va nous ramener de l'argent, cette ressource. Dans le stockage de carbone, le souci, c'est qu'on veut pouvoir identifier un stockage, comprendre comment il se passe à moindre coût. Et donc, il faut vraiment réfléchir à comment on peut être plus intelligent que ça. Et donc, l'innovation de Spotlight, c'est de dire on est capable d'être informé de ce qui se passe, de quels sont les changements dans le sous-sol, en utilisant un mode opérationnel extrêmement léger, avec un tout petit impact environnemental, qui ne va pas empêcher les activités humaines de se développer et de continuer. Et donc, c'est ça la frugalité. Et donc, c'est d'être capable d'avoir un impact minimal
Et pour ça, on va être obligé d'utiliser toutes les informations et toutes les données qui sont disponibles. Donc toutes ces images qui ont été déjà générées du sous-sol, on les utilise. Les sismiques 3D, qui sont notamment générés par Viridien, font partie des inputs que nous, on va utiliser. On va utiliser aussi des données et des informations qui viennent d'autres domaines. C'est un peu on n'appelle pas ça de la data fusion, on appelle ça de l'intégration cross-domaine d'informations. Mais justement, les ingénieurs réservoirs, les modeleurs comme moi, font des modèles et des simulations du sous-sol. Donc c'est basé sur ça tourne aussi sur des HPC, c'est beaucoup de simulations dynamiques multiphysiques. Et on utilise aussi les outputs de ces modèles pour être capable de développer une stratégie qui va nous permettre d'avoir une acquisition et de s'informer sur le sous-sol de manière extrêmement légère. Et donc comment ça se passe concrètement ? L'idée, c'est qu'on a une image de base. Vous imaginez que vous êtes dans une salle de cinéma et vous faites arrêt sur l'image, vous avez une scène, d'accord ? Ensuite, c'est dynamique. Donc, vous appuyez sur play, le film se joue, et vous voyez l'histoire qui se produit. Vous comprenez ce qui se passe. Donc ça, c'est, disons, les techniques conventionnelles. Maintenant, quand vous considérez la géologie, en fait, c'est un peu la même chose, c'est un film, mais il y a peu de choses qui changent. C'est vraiment très, très localisé. Et donc nous, notre technologie, elle est capable d'aller uniquement s'informer sur les endroits où on s'attend que ça change. Vous imaginez que vous êtes au théâtre maintenant, et que vous allumez juste un projecteur, un spotlight, sur la zone que vous voulez illuminer. C'est clair ? C'est très clair, une belle maîtrise de l'analogie et de la métaphore. Et ce que j'ai bien compris aussi, c'est que la question de la séquestration carbone, ça nécessite d'avoir un monitoring constant de comment ça se passe, comment se comporte le CO2 injecté, quelle est l'évolution en fin de compte du puits carbone, si on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas. Et donc ça nécessite, si j'ai bien compris aussi, de faire beaucoup plus de relève que dans les anciens modèles qui sont plus des modèles de détection. En fait, c'est sûr que pour stocker du CO2 sous vos pieds, ça ne donne pas forcément confiance. Donc l'idée, c'est de donner confiance. Et donc pour ça, on crée un système d'alarme. Et donc, comme notre technologie est effectivement extrêmement légère, c'est-à-dire qu'on va utiliser une source, un receveur. Vous savez, c'est basé sur de l'acoustique. Donc on a juste une source, un receveur qu'on peut disposer sur le champ, qu'on va être capable de bouger en fonction des besoins. Et donc la question du monitoring, ouais. Donc le système d'alarme, comment est-ce qu'il fonctionne ? Est-ce qu'il nécessite de faire beaucoup plus de... Donc du coup, comme on est capable de le bouger régulièrement, en fait, on est capable aussi de le répéter très régulièrement. Et donc, par exemple, on va être capable de faire ce genre d'acquisition sur tous les 6 mois, tous les ans. Alors que traditionnellement, quand on parle de faire des images, c'est des choses qu'on va faire tous les 5 ans. Et on le fait de manière régulière, en fonction d'un budget, en fonction d'un plan qui est prévu très longtemps à l'avance. Alors qu'en réalité, ça correspond pas forcément à la réalité de ce qui se passe dans le sous-sol, en fait. Et donc, on se base beaucoup sur toutes les prédictions, les modèles, pour être capable de savoir quand est-ce qu'on s'attend à des changements, vérifier que ces changements se produisent, s'assurer que, par exemple, on injecte. Donc, on va injecter du CO2, on va avoir un plume, un panache qui va se développer dans le réservoir, qui va se propager. Et on sait, en fait, en fonction de la géologie, grâce aux images qui ont été générées avant, que potentiellement, il va se déplacer vers l'ouest. Et puis peut-être qu'après, en fait, il va trouver un nouveau chemin de conductivité, de perméabilité. Il va commencer à se déplacer vers le sud. Et donc ça, c'est des choses ce sont des hypothèses sur lesquelles on se base pour dire, regardez, ça va se passer comme ça va rester stocké. On va aller voir un régulateur, on va lui dire, regardez, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça qu'on va être capable de déterminer la quantité qu'on va être capable de stocker aussi dans le sous-sol. Donc ça va aussi justifier la décision d'investissement de l'opérateur. C'est quelque chose qu'on va aussi montrer aux assurances qui vont assurer, parce que c'est eux, s'il y a des problèmes, c'est eux qui paieront les dommages, les banques qui financent ces projets. Et donc, tout ça, c'est des prédictions, et nous, on est capable de dire, on va être capable de monitorer régulièrement que ce que vous avez prédit, c'est effectivement ce qui se produit, que vous ayez confiance et que vous puissiez démontrer que vous avez vraiment le contrôle de votre stockage. Et donc, c'est ça l'idée de vraiment avoir une solution. C'est le monitoring, ce qu'on appelle le monitoring, ça va être l'action de faire une acquisition, mais nous, on parle vraiment de surveillance et d'alarme, puisqu'en fait, on est l'une des rares technologies qui sont capables de monitorer
vraiment très tôt le déplacement du panache de CO2 dans le sous-sol. Et du coup, s'il y a des choses qui ne sont pas attendues, qui se produisent, de dire attendez, là il y a peut-être quelque chose, faites d'autres vérifications, peut-être qu'il va falloir refaire une image plus complète, mais dans ce cas-là, on va faire une image uniquement quand on en a besoin. Je comprends. Ouais, ouais, très bien. Et sur cette question des images plus complètes, je me retourne vers vous, Jean-Marc. Alors, on a bien compris hein, que vous êtes des spécialistes de l'exploration du sous-sol, où vous avez toute une branche de votre activité qui est dédiée aussi à ces questions de séquestration CO2. Mais vous l'avez dit en introduction, vous avez également développé des activités dans le calcul de performance, dans le cloud. Et j'avoue que moi, j'ai encore un peu du mal à comprendre quel est le lien entre tout ça. Comment est-ce qu'on en vient à être un des acteurs de sujets numériques de pointe comme cela et de calcul quand on vient de ce monde-là? Quel est le lien entre toutes ces activités? Alors, je vais répondre à la question, mais avant, je voudrais compléter avec un petit codicile ce qui vient d'être dit. Effectivement, on travaille de manière très active sur la détection des meilleurs endroits pour stocker du carbone. On a les technos pour identifier les meilleurs endroits. Ça nécessite des études de sismique, enfin d'imagerie sismique avec des hautes fréquences qui demandent une très grande puissance de calcul. Et aujourd'hui, malheureusement, nous faisons face à un déficit de clients. Ce que je veux dire par là, c'est que les entreprises qui sont les plus à même de s'intéresser au stockage du carbone, bah, ce sont les entreprises qui sont d'abord intéressées à l'extraction du carbone, donc à l'extraction des hydrocarbures. Pour le dire autrement, ce sont les majors du oil and gas qui sont les entreprises et qui seront les entreprises qui stockeront le carbone. Ils ont les maîtrises pour faire les trous et pour injecter ce qu'on va mettre dedans. Et aujourd'hui, et je dis bien malheureusement, les majors du carbone, les majors oil and gas n'ont pas de modèle économique autour du stockage du carbone. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne voient pas comment ils peuvent gagner de l'argent en stockant du carbone. Ça va maturer, mais ça va prendre encore beaucoup de temps. Et aujourd'hui, nos projections nous indiquent que pour qu'on commence à avoir des grandes majors, je vais citer BP, je vais citer Exxon, je vais citer Chevron, et puis on a un champion français en la matière, pour qu'ils puissent vraiment dire on va stocker du carbone par dizaines de millions de tonnes tous les ans sur des poches bien identifiées, il va falloir qu'ils gagnent de l'argent pour faire ça. Donc il va falloir mettre en place un système de rétribution sur la tonne de carbone stockée. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Et seules les grandes structures internationales, les structures étatiques, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, seront capables de réguler ce marché. Et tant que ce n'est pas fait, ça va être très, 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 très compliqué de créer un marché autour du stockage du carbone. Et c'est bien dommage parce qu'il y a énormément de technologies qui sortent et je pense qu'on n'est pas très loin de savoir le faire de manière industrielle, globalement. Donc ensuite, pour répondre à la question, Antoine, sur comment on passe de, de la, de l'imagerie sismique, du relevé de données sur le terrain à devenir un acteur du cloud industriel, eh bien, c'est pas très compliqué. Quand on fait de l'imagerie sismique, on relève énormément de données de terrain. On met des petits capteurs un peu partout, on peut en mettre des centaines, des milliers, des millions. Et quand je dis des millions, c'est une réalité, hein. On a des campagnes de relevé de données. C'est fait par notre filiale qui s'appelle Cercel, qui est basée à Nantes et qui est numéro 1 mondial avec plus de 80% de part de marché sur les capteurs d'imagerie sismique. Il y a des clients qui achètent plusieurs millions de capteurs. Donc les relevés sont faits, c'est remonté, c'est stocké, et après il faut les traiter. Et traiter des données de terrain pour en extraire un signal qui soit de bonne qualité, sachant qu'on tape avec un tout petit marteau sur la croûte terrestre, et c'est extrêmement bruité, c'est infiniment bruité, et on doit en tirer un signal de qualité. Donc ça demande des technologies algorithmiques d'extraction de signal combinées à la géologie extrêmement élaborées, et ça demande beaucoup de puissance de calcul. Donc on a développé une très grande puissance de calcul, un outil industriel pour l'imagerie sismique depuis une quarantaine d'années. Aujourd'hui, sur 2-3 grands data centers qui sont à Houston, qui sont en Grande-Bretagne et qui sont à Singapour,
On dispose d'une puissance de calcul qui est d'environ 600 pétaflops. Pour comparer avec les très, très, très grosses machines autour de la planète, la machine numéro 1, le plus gros supercalculateur de la planète est au-dessus de l'hexaflop, et que si on était nous-mêmes classés dans le top 500, qui est le palmarès mondial des calculateurs, des supercalculateurs, nous serions sans trop de difficultés dans le top 10. Et on a développé cette puissance de calcul en interne pour des besoins d'imagerie sismique. Et comme c'est un outil industriel, on maîtrise toute la chaîne de valeur de notre outil de production, depuis le choix des équipements, qui va avec la conception des data centers, qui va ensuite jusqu'à la maîtrise du système d'exploitation basé sur Linux, ensuite toute la couche de gestion de la production, et enfin toutes les applications. Et une fois qu'on a regardé tout ça, et qu'on prend un petit peu de hauteur, on se rend compte que toutes les technologies qu'on a d'abord conçues pour l'imagerie sismique, on peut assez facilement les faire pivoter pour répondre à des besoins de production en HPC et en IA industrielle. Et la comparaison entre ce qu'on fait en imagerie sismique et en IA, elle est extrêmement pertinente. Juste pour l'expliquer en quelques mots. En imagerie sismique, on tourne à peu près 1 million de jobs par 24 heures, et on déplace par journée environ 200 pétaoctets de données. C'est énorme, hein. Même avec des métriques modernes, c'est énorme. Dans le monde, et en plus, c'est fait avec des jobs qui individuellement sont tout petits. Dans l'IA, et je pense à l'IA industrielle, c'est-à-dire la phase de production de l'IA, c'est-à-dire l'inférence, on a beaucoup de tout petits jobs. Chaque requête d'inférence, c'est pas une grosse tâche de calcul, et ça nécessite de déplacer énormément de données. Donc en fait, toutes les technos qu'on a pu développer autour de l'imagerie sismique, avec quelques modifications, on peut les réutiliser en termes de process, en termes de méthodologie, assez facilement pour de la production autour de l'IA, en particulier de l'inférence. Et ça devient pour nous un axe de développement extrêmement important. Enfin, juste pour ajouter un tout petit mot, et je pense on viendra dessus un peu plus tard, pour nous, les aspects neutralité carbone, c'est quelque chose d'extrêmement important pour Veridienne. On a pour objectif d'avoir une neutralité carbone globale au niveau de la compagnie à partir de 2030. Donc on veut même pas arriver à la neutralité carbone en 2050. On a pris l'engagement face au marché d'arriver à cette neutralité en 2030. D'accord, donc un acteur de la neutralité carbone qui se veut exemplaire en essayant d'atteindre le plus vite possible, puisqu'en fait 2030 c'est demain, sa propre neutralité carbone. Je voudrais qu'on revienne sur les sujets d'IA industrielle dont vous venez de parler, Jean-Marc, pour peut-être essayer de partager un exemple concret chez vous, Camille, chez vous, Paul, d'utilisation de l'IA dans vos projets. Quelle place à l'IA chez Kairos, quelle place à l'IA chez Spotlight? Qu'est-ce que ça permet de faire? Quels bénéfices? Quel impact? Notamment sur des enjeux de neutralité carbone. Paul, peut-être, pour commencer? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, notre produit qui est focalisé sur les émissions de CO2, il permet un suivi en temps réel. Donc en introduction, vous avez montré typiquement une image des émissions dans le monde en 2021, mais pourquoi en 2021? C'est parce que c'est extrêmement long de faire des bilans à l'échelle, et donc on a besoin de plusieurs mois, de plusieurs années pour avoir un bilan global chaque année. Et donc nous, ce qu'on fait à Kairos, typiquement grâce aux images satellites, c'est qu'on permet de faire ça, mais vraiment en temps réel. Et donc du coup, notre but, nous, c'est d'aller le plus vite possible pour que la différence de temps entre l'image que l'on reçoit sur nos serveurs et l'output qu'on souhaite, typiquement des émissions de CO2, ce soit le plus rapide possible. Et donc si je prends un exemple très concret, c'est que comme on a pu le voir en introduction, un des secteurs qui émet le plus de CO2, c'est la production industrielle. C'est une catégorie que nous, typiquement, on suit grâce à nos technologies. Et donc, on a envie d'avoir chez Kairos cette quantité de CO2 pour la production industrielle le plus vite possible. Donc, en fait, ce qu'on fait typiquement, si on prend un exemple très concret sur le ciment, c'est qu'en Europe, on a cartographié l'ensemble des cimenteries européennes. Et donc, le ciment, c'est des énormes fours rotatifs dans lequel on met du sable, un mélange de sable argileux et
et donc d'autres composants. Et donc dans ce four qui va chauffer à plus de 1500 degrés, on va avoir la production de ciment. Et donc nous, grâce à nos images, en fait, on a accès à des différences de température. Donc on peut constater qu'un four rotatif est actif ou non. Et donc ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit une nouvelle image sur une cimenterie, nous, on veut savoir le nombre de fours actifs en temps réel, qui nous donne une idée sur la capacité, le taux d'utilisation de l'usine, donc son niveau de production, et donc ses émissions. Voilà, c'est un schéma logique, on utilise un schéma logique de la production vers les émissions. Et donc ce que nous permet de faire l'intelligence artificielle sur un thème comme celui-ci, c'est de faire ce travail au quotidien d'exploitation de l'image, d'analyse de l'image, donc de détection de quels fours sont actifs, quelle capacité de production ils ont, et donc à la fin d'avoir en sortie une quantité de CO2 donc le plus rapidement possible. Et donc pour des ordres de grandeur, on a besoin d'intelligence artificielle parce que typiquement en Europe aujourd'hui, il y a plus de 200 cimenteries, mais si on prend donc l'ensemble des images qu'on reçoit chaque jour, c'est plus de dizaines de milliers d'images. Et donc voilà, faire ce type de tâche-là pour toutes ces images, pour tous les secteurs, parce que là j'ai parlé de l'industrie, mais il y a c'est pareil pour la production d'électricité, pour le transport maritime, pour l'aviation. C'est là où on a besoin d'intelligence artificielle pour simplifier ces processus. Et puis, vous disiez en introduction que l'un de vos atouts, c'était la capacité à fusionner des données qui sont en fin de compte très hétérogènes. Est-ce qu'elles sont hétérogènes aussi dans le format des données traitées? Parce que là, de ce que je comprends, on est beaucoup dans du format image spatiale, donc j'imagine des algorithmes de computer vision. Est-ce qu'il y a d'autres données à traiter et donc une espèce d'IA plus multimodale à créer pour tirer les bons enseignements en s'appuyant sur un maximum de jeux de données, fussent-ils le plus hétérogène possible? Oui, c'est tout à fait ça. Donc on va avoir la donnée la plus simple possible, donc des séries temporelles avec des points, un point par jour. La donnée la plus brute, nous chez Keros, effectivement, c'est une image. Et donc à la fin, il nous faut une IA qui exploite toutes ces données avec une même homogénéité. Et donc on a besoin de faire différentes étapes. Donc la première, l'acquisition des images, puis le traitement pour transformer ces images en séries temporelles, et ensuite de combiner l'ensemble des séries temporelles qu'on peut avoir et de les exploiter pour avoir des émissions de CO2. Ça peut être également différentes sources de données, ça peut être des positions de bateaux ou d'avions. Donc il faut reconstituer avec ces positions, donc ces données de géolocalisation, le trajet du bateau, le trajet de l'avion, avec donc chaque bateau et chaque avion qui a une vitesse particulière. Et donc voilà, donc c'est des énormes modèles après qui prennent en compte tous ces paramètres et qui nous permettent à la fin d'avoir une quantité d'émissions en quasi-temps réel. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais j'aimerais qu'on revienne quand même sur une de vos distinctions. Je crois que vous avez été classé par le magazine Times comme l'une des entreprises les plus influentes au monde. Top 50, top 30, je ne sais plus. Top 100. Top 100. Vous êtes classé combien? Il n'y a pas de distinction. Donc dans les 100 entreprises les plus influentes au monde. Vous pouvez nous raconter en une minute pourquoi? Oui, bien sûr. Donc là, j'ai beaucoup parlé du CO2, mais un des gaz à effet de serre qu'on suit énormément aussi, c'est le méthane. Et donc, contrairement au CO2 qu'on ne peut pas mesurer directement via des images satellites, parce que sa composition elle est trop proche de l'air ambiant, le méthane, lui, il a une densité beaucoup plus importante, et donc on peut vraiment mesurer des quantités de méthane en temps réel. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on suit donc, des super émissions de méthane, donc des émissions qui sont anormales et qui sont essentiellement dues à des erreurs humaines. Et donc, on les référence et on les attribue à une cause. Et donc, typiquement, un des exemples concrets qui nous a permis d'avoir ce titre l'année dernière, c'est qu'on on fait des calculs un peu de super émissions de méthane par pays, par habitant, par kilomètre carré. Et un des très mauvais élèves, c'était le Turkménistan. C'était c'était tellement un mauvais élève en fait que les données Keros ont été la base de discussions géopolitiques entre notamment les États-Unis et le Turkménistan et qui ont abouti à des sanctions. Donc si le Turkménistan ne prenait pas des engagements pour réduire ses émissions de méthane, les États-Unis allaient typiquement arrêter tout commerce international avec le Turkménistan. Et donc, issu de données Keros, on a abouti à des discussions et des sanctions géopolitiques qui nous ont donc amené, je pense, en partie à être cités par le magazine Times. Très clair, chez Spotlight, l'IA se situe où? Comment? Est-ce qu'elle est frugale aussi, comme dans le reste des activités de l'entreprise? Alors, elle est frugale et elle se situe à différents niveaux. On exploite les résultats d'imagerie 3D qui sont vraiment de mieux en mieux générés grâce à l'IA. On a besoin d'utiliser ce que j'ai appelé les modèles réservoirs, qui sont en fait globalement des digital twins. Aujourd'hui, tout ça, c'est modélisé avec des simulateurs d'écoulement qui ne prennent pas toujours aussi bien en compte qu'on le voudrait les paramètres, les phénomènes multiphysiques qui se produisent dans le sous-sol.
Et il y a des chercheurs qui travaillent sur l'amélioration de tout ce qui est toutes ces simulations et ces modèles en utilisant l'IA. Et donc ça, plus la qualité de ces modèles seront meilleures, mieux on pourra faire nos stratégies de monitoring et de manière la plus optimale possible. On va dire du coup sur la précision et la qualité des données d'entrée qu'on va utiliser. Ensuite, il y a tout ce qui est pour nos propres process. Donc on a des séquences de processing qui sont assez légères, mais qui vont être plus performantes avec de l'IA qui va nous permettre d'automatiser. Il y a beaucoup d'automatisation en fait. Le digital va nous apporter beaucoup dans l'automatisation et aussi dans, la démocratisation des données. Puisqu'en fait, là, je vous parle de géophysique, je vous parle de géologie. C'est peut-être la première fois que vous en entendez parler. Mais en fait, à la fin, les personnes qui prennent les décisions sont des gens, des banques, des assurances, des régulateurs qui ont besoin d'être capables de comprendre. Et donc, on va avoir besoin de développer des solutions qui vont permettre d'interpréter et d'aider à la décision. Et donc, c'est aussi là-dessus que l'IA va nous permettre. Et c'est notre vision, c'est vraiment d'aller sur ces deux aspects. Démocratisation à la décision et bien sûr l'automatisation. Très clair, merci. Jean-Marc, vous parliez tout à l'heure de la somme colossale de données générées, traitées, analysées chez Viridian. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quelle place joue l'IA dans vos activités? Et puis peut-être s'interroger quand on est vraiment sur ce volume de données, sur les propres consommations, émissions carbone liées à l'utilisation même de ces algorithmes, de ces IA. Alors, pour répondre à la première question sur l'utilisation de l'IA, aujourd'hui, il faut bien distinguer deux choses. Il y a l'outil de production pour l'imagerie sismique qui n'utilise pas l'IA. Pour une raison extrêmement simple, c'est que l'imagerie sismique, aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver de pattern qui puisse être suffisamment cohérent pour être appris à une IA. Je vais faire une comparaison extrêmement simple. Si vous prenez une échographie d'un crâne humain, tous les crânes humains sont à peu près identiques, hein. Il y a une demi-sphère, il y a des trous pour les oreilles, pour les yeux, et ce qui se passe à l'intérieur, c'est à peu près pareil pour tout le monde. Donc on peut assez facilement, si on fait du sonore, si on tape sur un crâne et qu'on relève les ondes sonores qui sont générées, on peut assez facilement trouver des patterns parce que la géométrie est identique quasiment pour tous les cerveaux, enfin pour tous les crânes humains. En revanche, la géologie d'un sous-sol à un endroit du globe n'a rien à voir avec la géologie du sous-sol à un autre endroit du globe. Donc identifier des patterns reproductibles qu'une IA puisse identifier et ensuite reproduire, c'est extrêmement compliqué. Donc aujourd'hui, l'IA, chez nous, pour le métier historique de l'imagerie sismique, ça reste de la R&D. On pense que ça pourra être utile d'ici 3-5 ans. Je ne vais pas m'avancer parce que c'est très compliqué, ça peut être un petit peu avant, un petit peu après, pour réduire un petit peu les cycles préparatoires sur une séquence d'imagerie sismique complexe. C'est-à-dire qu'à la fin, il faut produire des images qui sont à haute fréquence. Alors, haute fréquence en imagerie sismique, c'est qu'on est entre 35 et 50 Hz. On n'est pas sur des mégahertz ou des gigahertz. On reste quand même au niveau des hertz. Donc, avec l'imagerie sismique, on pourra commencer à préparer les études fines, c'est-à-dire identifier plus ou moins les endroits où on veut aller faire une étude extrêmement précise, et c'est ensuite qu'on pourra utiliser les algorithmes et toute la complexité des modèles. Ce faisant, ça permettra, sur la phase préparatoire, de diviser par 10 ou par 100 les temps de calcul et la quantité de matériel nécessaire. Donc, ça sera toujours intéressant en termes d'empreinte carbone. Là où on fait des très 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 gros efforts, c'est sur la réduction de l'empreinte carbone de l'IA elle-même. Et ça, c'est pas lié au métier historique, c'est lié au nouveau métier. On travaille très fort pour que, par exemple, une requête d'inférence sur une production d'IA voit son empreinte carbone divisée par un facteur très significatif.
Euh, on travaille actuellement sur des technologies que je vais appeler post-GPU. Aujourd'hui, quand on fait l'IA, on travaille sur GPU, on travaille sur NVIDIA. Et les technologies sur lesquelles on travaille, ça sera pour remplacer ces GPU qui sont avec des consommations électriques juste faramineuses. On veut les remplacer par des objets technologiques beaucoup plus simples et beaucoup moins consommateurs. Et on travaille aussi toujours sur ces thématiques autour de le déplacement des données. Il faut savoir que si on prend la consommation au niveau mondial de l'IT, enfin de tout ce qui est informatique, le numérique, le déplacement des données, ce qui se passe dans les réseaux, c'est à peu près 40% de la consommation planétaire autour de l'IT et du numérique. Et ça, c'est une zone que personne n'explore. Comment peut-on faire pour réduire le coût énergétique pour déplacer une donnée d'un endroit à l'autre? Alors, je ne vais pas raconter ce qu'on est en train de faire dans le détail, hein, puisque c'est de la R&D chez nous, mais c'est un axe de développement extrêmement fort pour que dans le futur, on puisse fortement réduire l'empreinte énergétique d'un calcul d'inférence en intelligence artificielle. Merci. Je voudrais qu'on reste sur cette question des données. Alors peut-être pas sur leur déplacement, mais sur l'accès aux données. On a bien compris que chez Viridien, vous produisez énormément de données. Si j'ai bien suivi ces Spotlight, vous en produisez et vous utilisez des données tiers aussi selon les besoins. Et chez Kairos, je crois que vous ne produisez pas de données en tant que telles. La donnée spatiale que vous exploitez, c'est celle qui est produite par des tiers. Comment ça se passe? Vous appuyez sur quel jeu de données? Qui les fournit? Est-ce que c'est compliqué d'accéder à ces données-là? Oui, donc je peux commencer. Donc pour tout ce qui va être image spatiale, c'est donc nous on a fait le choix de ne pas posséder de satellites. Donc c'est là on identifie clairement deux types d'acteurs, pardon, ceux qui possèdent des satellites et ceux qui n'en possèdent pas. Et donc nous on est obligé du coup d'accéder à ces images soit en payant, donc il y a beaucoup aujourd'hui d'acteurs privés qui mettent à disposition des images pour une certaine somme, mais également beaucoup d'acteurs publics. Donc on travaille énormément avec l'Agence spatiale européenne. Donc là c'est un réseau de 5 satellites qui s'appelle les satellites Sentinelle, et donc qui nous permettent d'avoir accès à différentes informations et ce gratuitement. Donc il faut juste il y a certains cases à remplir, donc expliquer pourquoi est-ce qu'on le fait, à destination de qui. Mais voilà, on peut y accéder en tant qu'étudiant, en tant qu'entreprise, en tant que même qu'individu pour un cas. Il suffit juste d'expliquer clairement notre démarche. Et on travaille aussi beaucoup avec la NASA, qui rend certaines de ces constellations publiques, pas toutes. Mais donc voilà, donc il y a beaucoup d'acteurs privés et publics qui servent différentes causes. Très clair, merci beaucoup. Et puis maintenant, j'aimerais qu'on revienne, qu'on sorte un peu de l'aspect technologique pour revenir sur des aspects plus business en tant que tel. Moi, j'ai été un peu marqué par ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Marc, sur la nécessité d'avoir des marchés régulés sur les enjeux carbone en Asie, aux États-Unis, dans l'Union européenne. Moi, je pensais un peu naïvement que cette question du crédit carbone, elle était déjà un peu en place, que le carbone était déjà devenu un produit financier. Alors, je suis loin d'être un expert de la question, mais je veux bien qu'on revienne là-dessus. En quoi est-ce que la consolidation de ce marché peut accélérer la transition vers la neutralité carbone? Où on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut améliorer demain? Trois questions. Bon, alors, Où on en est aujourd'hui, peut-être, Jean-Marc, pour préciser un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Le marché n'existe pas encore. Où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qui reste à faire? aujourd'hui, le carbone, c'est un produit financier, on est bien d'accord. Le marché du stockage du carbone, comme tous les nouveaux marchés qui sont de toute façon à grande échelle, puisque le carbone qu'on a dans l'atmosphère en France, bah, il a peut-être été généré en Allemagne, il a peut-être été généré en Arabie Saoudite, ou il a peut-être été généré au Brésil, on ne sait pas. Donc de toute façon, s'il n'y a pas une régulation internationale sur le sujet, ça va être très compliqué de savoir ce qu'on va faire et comment on va le stocker et qui va bénéficier d'éventuels crédits sur ce stockage du carbone. Ensuite, soyons réalistes, hein. Les sociétés, comme je disais, les sociétés qui peuvent stocker le carbone, qui ont les technologies pour le stocker, ce sont les majors oil and gas. Pour ces sociétés, stocker du carbone, ça ne rapporte pas assez d'argent, ou ça en rapporte pas du tout. Donc tant qu'il n'y a pas un prix à la tonne de carbone stocké
qui soit convenable pour ces sociétés, bah, elles n'ont aucune raison de le faire. Donc elles ne le font pas. C'est aussi simple que ça. Et comme sur toute technologie ou sur toute rupture technologique ou nécessité d'évoluer vers quelque chose qui bénéficie à tous et non pas simplement à des acteurs privés, si la force publique ne fait pas le boulot, ça ne bougera pas. Donc en fait, si on est un peu pragmatique, la force publique a été capable, je dis la force publique en général, hein, a été capable de dire il y a une tonne de carbone et on va réguler les émissions de carbone. Eh bien, il faut faire exactement le symétrique pour le stockage. Il y a une tonne de carbone stockée et il faut que la force publique définisse un prix et un prix de marché pour la tonne de carbone stockée. Et là, il y aura une grande injustice puisque la génération de carbone, elle est mondiale, mais le stockage est local. Et il y a des pays qui vont avoir la géologie qui va permettre de stocker du carbone dans des réservoirs qui vont bien. Et par exemple, tous les pays qui sont assis sur des dômes de sel vont être extrêmement privilégiés. Puis il y a des pays qui n'ont pas du tout une géologie permettant de stocker de carbone. Alors comment on va faire? J'ai pas les réponses, hein, mais je pose simplement quelques questions. Et donc seuls des grands organismes régulateurs, alors l'Union européenne en est un. Après, quand il s'agit de pays comme les États-Unis ou la Chine, bah, ils vont avoir une vision qui vont être qui sera très pro-domo. Ils vont tout faire pour tirer la couverture à eux. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même assez loin d'avoir un réel embryon de marché du carbone stocké. Et c'est bien dommage. Et chez Spotlight, le constat est partagé, il est urgent de réguler? Alors, je vais vous parler. Donc, nous, on est sur le marché du stockage de carbone. On a des projets dans le monde entier. On a énormément de projets aux États-Unis, en Australie, en Europe. Et on travaille avec des majors de l'industrie qui sont en train de développer des sites de stockage. Si vous cherchez sur Internet et que vous tombez sur les sites des régulateurs australiens, américains, norvégiens, vous verrez toutes les zones où ils ont des permis d'exploitation, d'exploration et de production. Donc c'est vraiment un marché qui est en train de se lancer, ça c'est vrai. C'est aujourd'hui, c'est le début, mais nous on essaye d'y contribuer justement. On propose une solution innovante qui a un impact environnemental très limité, qui a un coût très limité, parce qu'effectivement en fait le business model, la chaîne de valeur, elle est en train de se créer. Et c'est en proposant des choses différentes en changeant le paradigme des technologies dont ils ont besoin, qu'on va être capable de créer ce marché, parce qu'on a vraiment besoin de stocker du carbone aujourd'hui. On n'en a pas beaucoup parlé. C'est quoi le potentiel du stockage carbone à grande échelle? C'est énorme, en fait, parce qu'on ne considère pas uniquement les champs d'hydrocarbures qu'on connaît et qui sont déplétés. On va aussi considérer un certain nombre de zones réservoirs dans des nouveaux bassins où on a ce qu'on appelle des aquifères salins. Donc, ce n'est pas des aquifères qui servent à la consommation humaine, c'est des aquifères qui sont extrêmement profonds. Et si on en revient aux 52 gigatonnes, on est capable de tout stocker en une année aujourd'hui sur la production annuelle? Aujourd'hui, on stocke très très peu. Mais le potentiel, il est à 1 milliard de gigatonnes stockées. D'accord, ok. Et, ça laisse quelques perspectives. 1000 milliards même. D'accord. Ok. Non, mais c'est important qu'on ait ces ordres de grandeur. Mais aujourd'hui, par contre, on stocke très peu. Ouais, j'ai bien compris. Mais c'est vraiment c'est quelque chose qui se développe. Les régulations, effectivement, sont en train de se mettre en place. Donc, à l'échelle de l'Europe, ça va être drivé effectivement par l'échelle d'Europe. Ensuite, il faut que ça se répercute sur tous les pays. Mais on va y arriver. Hein. Après, j'ai l'impression qu'on a l'analyse d'un côté d'une multinationale qui aspire plutôt à avoir une réglementation globale qui va peut-être orienter son offre sur beaucoup de marchés versus une analyse d'une TPE-PME qui va pouvoir peut-être s'adapter un peu plus à des réglementations plus locales. Je crois que chez Kairos, c'est un peu ça aussi. Vous avez tropicalisé votre offre, j'ai envie de dire, en fonction de réglementations qui sont assez différentes entre la Californie, l'Union européenne ou l'Asie-Pacifique. Ouais. Moi, j'aimerais bien ajouter une étape d'analyse à la discussion qu'on vient d'avoir. C'est que si on prend aujourd'hui le cas d'une entreprise européenne qui est régulée par le marché du carbone européen, donc le marché ETS, typiquement une cimenterie, à la fin de l'année, elle doit compenser ses émissions par l'achat de quota carbone. Quota carbone qui est donc le droit d'émettre 1 tonne de CO2. Et aujourd'hui, le prix de la tonne de carbone, c'est 70 €. Et donc,
pour une entreprise, donc aujourd'hui, acheter un quota carbone, c'est 70 €. Moi, je vous pose un peu la question, combien est-ce que ça coûterait aujourd'hui de stocker une tonne de carbone qui serait un peu l'équivalent de ne pas avoir à acheter ce quota carbone auprès de l'Union européenne? Aujourd'hui, ça coûte trop cher. Oui, mais on va travailler justement à optimiser cette chaîne pour que ce soit quelque chose qui puisse être sustainable sur le long terme. Et du coup, pour revenir sur ça, parce que du coup, vous allez sans doute baisser vos prix dans les années à venir. Et par contre, les marchés, ils sont de plus en plus ambitieux. Il y a de plus en plus de secteurs qui sont ajoutés. Donc là, typiquement, depuis 2024, il y a le transport maritime. Et donc, voilà. Et donc pour respecter cette ambition de 55% de réduction en 2030 par rapport à 1990, chaque année, le total d'émissions possibles dans l'Union européenne, il décroît. Et donc, ce marché, la valeur d'un quota, si on suit la logique de ce marché-là, elle va augmenter année après année. Et donc, on va arriver, je pense, à un moment, à un point d'inflexion où le quota carbone sera plus cher à acheter que la tonne de carbone à stocker. Et donc, c'est là, je pense, qu'on aura pour vous un nouveau marché qui sera immense. Parce que les entreprises, aujourd'hui, elles cherchent plutôt à réduire leurs émissions par des processus internes. Donc, par exemple, avoir une intensité carbone pour une tonne de ciment moins élevée. Mais un jour, elles vont arriver donc aux limites des technologies possibles pour produire du ciment. Et donc, la seule solution pour diminuer leurs émissions, ce sera de stocker. Et après, bien sûr, l'idée, c'est que ce soit une transition. Le stockage de carbone va participer. Mais l'objectif aussi, à la fin, c'est que la frugalité, ça se répercute partout, qu'on soit capable de produire de quoi vivre en émettant moins de CO2 simplement dans toutes les industries. Oui, tout à fait. Et puis, ça touche aussi un peu à la question de la résilience au sens large. Je crois que chez vous, Kéros, c'est aussi une question importante. C'est être capable d'agir sur, ou en tout cas d'aider à avoir les meilleures données pour prendre les bonnes décisions, pour diminuer la diminution des gaz à effet de serre, dont le CO2. Mais vous travaillez aussi beaucoup sur la question du risque climatique et comment est-ce qu'on travaille pour être beaucoup plus résilient. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur, est-ce que c'est vraiment une business unit assez différente ou est-ce que ça rejoint vos autres activités? Il y a des synergies entre les différents produits, mais effectivement, c'est quand même un marché à part où là, on sort un peu du cadre. Les clients sont par nature différentes. Là où les clients qui sont intéressés par ce produit de suivi d'émissions du CO2, ça va être des entités réglementées, donc des gros industriels, des grandes compagnies maritimes, d'aviation. Pour tout ce qui est donc risque climatique, là on parle beaucoup plus à des assurances ou à des gouvernements. Donc typiquement un des produits Kéros qui fait parler de lui en ce moment, c'est donc notre produit Wildfire, donc sur les risques de feux de forêt. Et donc là on a aidé un gros assureur et l'État français typiquement à adapter sa stratégie face aux feux de forêt. Donc à notre époque où les températures sont beaucoup plus élevées l'été, il y a des vents beaucoup plus forts. Et donc voilà, donc mettre à jour toutes ces cartes de risque pour ne plus subir des événements comme on a eu à Bordeaux il y a 2 ans et donc des incendies ravageurs. Donc voilà, donc même si les produits ont des synergies parce qu'ils participent tous à des causes de transition environnementale, c'est vrai que les acteurs qui touchent et même les thèmes sont quand même aussi assez différents. Et pour continuer sur les acteurs, là, depuis le début, on parle beaucoup de grosses multinationales, de grosses entreprises, de gros acteurs industriels, et on parle très peu de la question ou en tout cas des acteurs territoriaux, alors, les États sur leur capacité à réguler, mais on sait que la transition écologique, elle passe aussi par des actions mises en place au niveau territorial. Ces territoires, que ce soit des régions, des grandes métropoles, etc. Est-ce que vous travaillez avec elles déjà aujourd'hui? Quelle place est-ce qu'elles occupent? Est-ce que c'est des clients, des partenaires, ou est-ce qu'elles restent encore assez étrangères à vos activités? Oui, c'est très intéressant. Et c'est là où c'est intéressant de travailler dans une société comme Kéros parce qu'on voit vraiment les deux visions qui se confrontent. Donc nous, notre vision très globale, à très grande échelle, où on développe des modèles qui marchent sur l'entièreté de la France, l'entièreté du monde. Et donc on va parler à ces tout petits acteurs qui sont par exemple le département de la Lozère en France. Et ils se rendent compte qu'ils ont un problème très particulier sur une parcelle de forêt qui est par exemple, très propice à avoir des risques incendie. Et nous, il faut qu'on aille voir du coup ce que dit notre modèle sur cette toute petite parcelle de forêt de Lozère. Et c'est là où on compare du coup vraiment deux visions. Mais du coup, vraiment, enfin, voilà, c'est des données, enfin, du coup, on parle aussi de données qui sont des données terrain qui sont extrêmement enrichissantes parce qu'elles nous permettent, de vérifier nos modèles,
donc à l'échelle vraiment locale, de voir si effectivement notre modèle est performant ou pourquoi est-ce qu'il n'a pas été performant. Donc c'est à la fois des partenaires et, et donc pour certains d'entre eux aujourd'hui aussi des clients, parce que voilà, même si des modèles globaux comme ça sont forcément moins pertinents qu'un territoire très localisé, à terme, avec la complexité de l'IA et l'amélioration des sources satellites, etc., on espère être au moins aussi fort qu'eux et pouvoir travailler ensemble sur ces thèmes-là. Et Camille, chez Spotlight, les territoires? Donc, du point de vue local, ou disons, par exemple, au niveau des États ou des régions, on va avoir ce qu'on appelle des organismes qui sont des Geological Survey, donc des organismes qui s'occupent de réguler en fait tout ce qui est lié au sous-sol, de faire des recommandations, de dynamiser aussi tout ce qui est l'industrie liée à l'exploitation du sous-sol. En France, on a quelque chose qui s'appelle le BRGM. Aux États-Unis, il y a un certain nombre de Geological Survey dans tous les États. Et eux, c'est leur objectif aussi de dynamiser ce marché-là. Et donc, on travaille aussi pour expliquer comment on peut les aider à développer des stockages de carbone qui sont plus sûrs grâce à nos systèmes de surveillance, d'alarme. Et ensuite, c'est essentiellement à ce niveau-là. Très clair. Jean-Marc, quelque chose à rajouter sur les territoires? Est-ce que ça va devenir des partenaires essentiels pour vous, pour Veridienne? Oui, mais pas du tout pour le sujet dont nous parlons aujourd'hui. En fait, oui, on travaille de plus en plus avec les acteurs territoriaux, mais sur la surveillance d'ouvrages d'art, ce qui n'a absolument rien à voir avec la thématique du jour. Les ouvrages d'art vieillissent, il y a un moment, il faut être assez prudent avec ça. Combien de temps ils vont tenir? À quel moment il faut vraiment commencer à les entretenir et à faire des réparations? On a toute une partie de notre activité qui est en fort développement, qui s'intéresse à ces sujets. Et on travaille très étroitement avec un certain nombre de collectivités, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, sur la mise en œuvre de solutions pour la surveillance de ponts, sur la surveillance d'écluses et de bâtiments publics. Mais bon, c'est pas la thématique du jour. Désolé. Les thématiques du dérèglement climatique jouent quand même pas mal, j'ai le sentiment, sur l'évolution, voire la détérioration de certains ouvrages d'art assez importants. Alors, ouais, on l'a vu sur les écluses qui sont sur la vallée du Rhône, où les cycles de sécheresse et d'inondation ont fortement fragilisé les écluses. Et ça nous a amené à signer un contrat il y a quelque temps sur cette thématique. Et donc, le dérèglement climatique va accélérer le vieillissement des ouvrages d'art. D'enjeux de résilience tout à l'heure avec vous, Paul, on est clairement sur les mêmes sujets. Je vous propose qu'on conclue là-dessus pour la partie table ronde. Je tiens vraiment à remercier, je voudrais qu'on les applaudisse, Camille, Paul et Jean-Marc. C'était passionnant et j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir, moi, à préparer ces échanges et à les animer avec vous. Et puis, je tenais à remercier tout particulièrement Jean-Marc qui, je tiens à le dire, n'est pas présent physiquement avec nous, mais c'est totalement indépendant de sa volonté. Merci Jean-Marc d'avoir réussi à vous rendre disponible et à intervenir à distance. Malgré tout, il me reste à vous dire qu'on vous donne rendez-vous au second semestre pour un 4e épisode de haute densité qui, cette fois, sera consacré à une thématique assez connexe, qui est celui de l'économie circulaire du numérique. On parlait tout à l'heure d'immersion, on va s'intéresser là à des technologies de récupération de chaleur fatale, de data center, d'allongement de la durée de vie de produits numériques. L'économie circulaire est un enjeu sur lequel on travaille beaucoup chez Cap Digital et on avait envie d'y consacrer une séquence dédiée. Plus d'informations prochainement, ça devrait se passer courant début de l'automne 2024. Voilà, je tenais encore une fois à remercier les intervenants, nos co-organisateurs Éclairion et notre partenaire, l'Institut Mines Télécom, pour cette soirée. On vous dit rendez-vous à très bientôt et puis pour ceux qui sont avec nous, je vous propose de passer tout de suite au cocktail dans la salle juste à côté.
Merci encore, bonne soirée.